Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 49, le pire réveillon du siècle. Notre saison 3 commence avec ce nouveau siècle, le 5e, celui qui marque la fin de l'Empire d'Occident et la naissance du tant attendu royaume des Francs mérovingiens, dont nous attendons l'arrivée depuis presque 50 épisodes. Promis, cette fois, on va enfin arriver aux aventures des rois chevelus. Enfin, presque. Dans quelques épisodes pour être précis, car officiellement, la mort de Théodose, qui suit de près la disparition du dernier grand franc d'Empire, le redoutable Arbogast, ne marque pas encore tout à fait la chute finale de Ravenne et de ses empereurs. Et puis aussi officieusement, Xavier n'est pas pressé et aime bien vous faire languir. Pour la suite de notre histoire, et même si cela n'est pas très joli à voir, on va avoir une bonne vieille agonie interminable du pouvoir en Occident, avec d'autres barbares d'empire différents des Francs, tenant les premiers rôles cette fois. Avant bien sûr le retour triomphal de nos héros. Donc accrochez-vous bien pour cette saison 3. À toi Xavier. La nouvelle qui parvient à Ravenne, la nouvelle capitale impériale au nord de l'Italie, en janvier 407, a dû pas mal secouer l'homme fort de l'Ouest. Le général Stilicon, car il s'agit de lui, est un barbare d'empire vandale, qui a réussi l'exploit de monter au sommet du pouvoir impérial et qui a connu les retournements de situation les plus fous depuis plus de 20 ans, sans que sa carrière n'en pâtisse jamais vraiment. Mais notre homme doit quand même se dire que parfois, les problèmes ont la fâcheuse tendance à vous tomber dessus en rafale. En escadrille de rafale plutôt, la fameuse entropie, dont je n'arrête pas de vous rabattre les oreilles depuis le début de ce podcast. Stilicon n'a eu qu'une seule ambition depuis qu'il a pris le pouvoir en Italie. Une seule obsession. Stabiliser et sécuriser l'Empire romain de l'Ouest, au nom de l'empereur Honorius, son gendre et officiellement son maître. Et alors qu'il a réussi à repousser toutes les attaques aux frontières, à mater tous les rebelles qui ont voulu défier son pouvoir, qu'il a déjoué tous les complots contre sa propre personne, car il est détesté par pas mal d'aristocrates romains pur jus, au moment précis où il peut finalement reprendre l'offensive tant attendue contre l'Empire d'Orient et son empereur Arcadius, Stilicon se retrouve tout à coup avec une nouvelle catastrophe imprévue sur les bras. Janvier 407, l'homme fort de l'Ouest apprend que la frontière nord vient cette fois de céder devant ce qu'il faut bien appeler une invasion de barbares. En tout cas, un mouvement migratoire massif et violent de plusieurs tribus, unis momentanément pour percuter les défenses du Rhin dans la nuit du 31 décembre 406 et attaquer le nord de la Gaule. Et, ironie du sort pour Stilicon si on peut dire, c'est que la dernière force encore capable de lutter pour défendre cette terre d'empire, les dernières troupes sûres sur lesquelles il pensait probablement pouvoir compter, sont ses alliés, les Francs, des hommes qu'il a vaincus lui-même 12 ans plus tôt à la Rivière Froide, avec Théodose, et dont la défaite a sonné la fin de leur domination politique au sommet de l'État. Sauf que début 407, alors qu'il apprend la catastrophe sur le Rhin, les Francs sont aux abonnés absents, et n'ont pas pu, su ou voulu défendre le front du Nord qui s'est effondré d'un seul coup. Oui, en effet, ce n'est clairement pas la meilleure façon de fêter le réveillon. Je réalise aussi que tu as laissé tomber Eudoxie, son pauvre mari Arcadius et Constantinople de la fin de la saison 2, et que tu nous ramènes arbitrairement à l'ouest pour reprendre l'histoire côté franc libre. Et du coup, je ne comprends pas forcément.
après avoir bassiné tout le monde sur le fait que les invasions barbares ne sont pas vraiment des invasions, tu nous dégaines tout à coup qu'en 406, c'est un peu des invasions. Il faut que tu rembobines. J'ai peur que tout le monde soit un peu paumé. Alors reprenons le fil de l'histoire de Rome de la fin du IVe siècle. Si vous vous rappelez bien la saison précédente, la rébellion de l'Ouest pilotée par le franc Arbogast et son homme de paille, l'empereur Eugène, s'est finie dans une grande bourrasque de vent, à la bataille de la rivière Froide en septembre 394. Une bataille cataclysmique dont les Romains ont le secret pour terminer leur guerre civile et qui a donné le contrôle total de l'empire à Théodose. Et à son bras droit et général en chef, le vandale Stylicon, remplaçant de dernière minute du franc Ricomère, décédé juste avant la campagne. Mais cet empereur ne triomphe pas longtemps, puisqu'il meurt seulement 4 mois plus tard, en janvier 395 à Milan, laissant derrière lui 2 héritiers mineurs. L'aîné, le pitoyable Arcadius, resté à Constantinople et devenant l'empereur d'Orient, dont on a déjà parlé suite à son mariage avec Eudoxie, l'impératrice franque. Et le cadet, Honorius, qui ne va pas se révéler bien plus vigoureux que son grand frère, mais qui devient empereur de la partie ouest pour sa part cette même année. Sauf que le corps de Théodose est à peine refroidi en 395 que les 2 frères empereurs, qui ne sont de toute façon que des gamins contrôlés par leurs entourages respectifs, sont entrés en conflit ouvert l'un contre l'autre. Un conflit dont Stylico n'est pas étranger d'ailleurs, puisqu'il a tenté de se proclamer gardien des 2 empereurs en prétextant d'une directive secrète de Théodose sur son lit de mort, confiée à lui seul. La bonne vieille ficelle du testament caché de dernière minute qui va totalement échouer pour le coup et qui va lui valoir de sacrés ennemis à l'Est évidemment. Que ce soit l'empereur Arcadius lui-même ou son préfet du prétoire, le méchant Ruffin, qu'on a brièvement rencontré au dernier épisode avant sa fin tragique au début de l'ascension de Doxie, ou ses successeurs aux manettes à Constantinople. Les Orientaux ne pardonneront jamais les prétentions de Stylicon à la régence. Et donc, les 2 frères empereurs Arcadius et Honorius deviennent par le jeu de leurs entourages des ennemis implacables, qui vont régner en miroir pendant la décennie suivante, sans jamais ni se revoir, ni se réconcilier. 2 hommes trop jeunes pour diriger l'Empire, et trop mous une fois arrivés à l'âge adulte, pour n'être autre chose que des pantins leur vie durant. La petite différence entre les deux, c'est que si on a une valse des numéros 2 autour d'Arcadius à l'est, c'est Stylicon qui va prendre fermement le contrôle de l'Ouest pour plus de 10 ans avec son empereur de façade Honorius. Fortiche le Stylicon. Ce n'est certes pas le premier barbare d'Empire à jouer un rôle éminent dans la hiérarchie impériale, mais lui, il va porter le concept à un tout autre niveau en devenant le beau-père de l'empereur. Une dernière conséquence de la brouille entre 2 frères est peut-être finalement la rupture définitive en 2 morceaux de l'Empire romain en 395. Alors soyons justes. Depuis la crise du IIIe siècle et la tétrarchie, tout le monde réalisait bien qu'un seul homme, de paille ou véritable leader, pouvait difficilement piloter tout l'Empire de toute façon. Une manière de bien comprendre les usurpations successives depuis presque 1 siècle et demi, c'est de réaliser que la suite de désordres en tout genre qui frappait le monde romain favorisait au final le démantèlement de l'Empire en bloc autonome. Des ensembles politiques plus faciles à gérer et plus à même de régler leurs propres problèmes régionalement, plutôt que de compter sur un pouvoir central lointain et souvent occupé ailleurs. D'où les multiples mécanismes planifiés consensuellement comme avec Dioclétien ou imposés par la force d'un usurpateur comme Carausius, Posthume ou Magnence qui ont été testés pour essayer de manœuvrer le paquebot Rome avec plusieurs pilotes. Mais si la théorie a longtemps prévalu que même dirigé par plusieurs hommes, l'Empire romain devait toujours opérer solidairement comme un seul ensemble, on change de philosophie en cette fin du IVe siècle. L'idée de diriger conjointement l'Empire disparaît de fait avec Honorius et Arcadius, les 2 frères ennemis. La réalité qui s'impose pour les prochains siècles à partir de ce moment-là, c'est qu'on a bien 2 entités politiques désormais, indépendantes, voire hostiles, qui vont se faire face dorénavant plus qu'elles ne vont collaborer. Et cela, malgré l'héritage commun qu'ils partagent et les propos officiels propageant la fiction d'un empire uni qu'on continue de tenir dans les chancelleries. Alors vous ne trouverez pas un texte officiel décrétant la naissance des 2 blocs indépendants.
personne n'ayant envoyé les papiers du divorce à l'autre. C'est plutôt un état de fait, qui s'impose à la suite du testament de Théodose et à la mésentente des deux frangins Toumou, et du bazar ambiant qui régnait dans l'Empire et qui accaparait chaque cour impériale de son côté pour régler ses propres problèmes. Mais pour nos Francs, pour les rejetons d'Hermann et Frida, ça veut dire quoi toutes ces embrouilles? Pour un Hermann vivant quelque part sur les rives du Rhin ou de la mer du Nord, probablement pas grand-chose au quotidien. Alors, d'accord, à l'image de l'Empire, l'horizon de nos héros va se restreindre à partir de cette date, puisque nos Francs, qu'ils soient légionnaires ou paysans, intégrés à l'Empire ou francs libres, sont géographiquement attachés à la partie occidentale de l'Empire, et que c'est dans ce cadre géographique que va se passer leur histoire désormais. Et donc, plus de grandes épopées amenant des Mérobots sur les rives de l'Euphrate en Mésopotamie pour envahir l'Empire sassanide. Et plus d'empereur Julien l'Apostat, élevé en Orient et venant partager ses idées philosophiques dans sa forteresse de Paris. La partition définitive de l'Empire après 395 devient une réalité pour les hommes et les femmes de l'Ouest, à commencer par les Francs donc. Mais bon, encore une fois, pour Hermann qui vit sur les bords du Rhin, pas sûr que tout cela change vraiment sa vie quotidienne. L'empereur qui compte pour vous reste celui de votre région. C'est lui le maître officiel de votre territoire si vous vivez rive gauche, et c'est lui le dirigeant des fonctionnaires qui prélèvent vos impôts. C'est sa tête qu'on voit sur les pièces d'argent, au marché à Cologne ou à Xanten, ou encore chez les recruteurs de mercenaires sur la rive droite. Qu'il travaille en parfaite harmonie avec son collègue de l'Est, ou pas du tout ça n'a quand même pas beaucoup d'importance au jour le jour, même si de grands équilibres politiques sont en train de changer entre Milan et Constantinople. En gros, en 395, si l'Empire se transforme radicalement dans le fond, personne ne voit de différence en surface dans la Gaule du Nord. Pour ces hommes, c'est simplement l'empereur Honorius, fils du grand Théodose, qui dirige désormais de sa capitale, là-bas au sud à Milan. Et puis c'est tout. Enfin, Honorius, en théorie, puisque même si ça doit échapper à Hermann dans sa ferme, tout le monde sait à Milan et à Ravenne que le véritable patron, c'est Stylicon. Nous revoilà donc à Stylicon. Le préjugé du barbare d'Empire, grand général d'armée à succès, mais non éligible pour le trône, du fait de son origine ethnique, n'est pas mort avec Arbogast ou Mérobaude. Loin de là. C'est bien ça? Le modèle restant parfaitement en place, c'est juste qu'il ne s'agit pas des Francs qui sont à la tête, mais un vandale en sandales. Un barbare romanisé, quoi. Et comme le nouvel empereur est un vrai Toumou, le barbare Stylicon prend de fait un rôle absolument considérable par rapport à ses prédécesseurs. C'est vrai, notre homme est l'archétype du barbare d'Empire. Un homme né d'un père d'officier vandale de Valentinien Ier et d'une mère romaine, disposant donc d'une parfaite culture latine, mais se lançant dans une brillante carrière d'officier dès les années 70, qui va le mener en haut de l'échelle hiérarchique. Remplissant toutes les missions pour l'Empire à l'Est puis à l'Ouest, Stylicon va s'imposer d'abord comme le bras droit militaire, puis comme l'héritier de fait de Théodose, alors que ses enfants sont mineurs. Et s'il prend le pouvoir en 395 à la mort de l'empereur à Milan, se posant immédiatement comme protecteur d'Honorius, il ne change rien à la politique suivie en réalité. Car, même si ses ennemis politiques le traiteront toujours de barbare, Stylicon est un véritable Romain dans le fond. C'est un homme qui s'est toujours battu pour le salut et l'unité de l'Empire, contre tous les ennemis, à l'Est comme à l'Ouest, à l'intérieur comme aux frontières. Et sa prise de pouvoir, même si elle symbolise le déclin réel de la fonction impériale, ne change pas radicalement l'Empire non plus. C'est juste la manifestation que le véritable pouvoir à Rome reste toujours et avant tout entre les mains de celui qui contrôle l'armée. Sauf que cette réalité est simplement incarnée par d'autres noms que celui de l'empereur dorénavant, qu'on utilise comme une figure officielle, même s'il ne dirige plus grand-chose. Mais là encore, qu'est-ce que ça change pour les Francs? Sans doute rien du tout comme on l'a dit. Ceux qui n'ont pas perdu la vie à la rivière froide sont intégrés à la nouvelle armée de Stylicon et vont servir l'Empire comme avant. Sauf peut-être avec de nouveaux chefs moins familiers que les précédents, puisque les officiers supérieurs francs ont sans doute disparu avec Arbogast. Quant aux hommes et femmes des campagnes, un empereur romain reste un empereur romain, qu'il s'appelle Théodose, Honorius ou Tartampionius. La machine impériale romaine, qu'elle soit fiscale pour prélever les taxes ou militaire pour recruter des hommes, ne s'interrompt pas au début du 5e siècle. À part le visage sur les pièces de monnaie, on peut douter que quoi que ce soit ne change réellement.
Même du point de vue religieux, le début du 5e siècle n'est que l'accélération de ce qu'on a vu à la fin du 4e. Théodose, chrétien nicéen convaincu comme on l'a dit, avait déjà progressivement commencé à mettre la pression sur son empire pour favoriser le christianisme. Sa relative tolérance du début, en acceptant notamment l'aide de barbares d'empire et autres nobles romains païens, commence à se transformer durant son règne, notamment après ses déboires à Milan en 390 avec saint Ambroise. Et Stylicon, barbare d'empire mais lui aussi strictement chrétien nicéen, ne va pas s'éloigner de cette ligne de conduite. Il faut dire que la bataille de la rivière froide, avec son vent magique interprété comme le jugement de Dieu par Théodose et les auteurs successifs, c'est l'occasion de passer à la vitesse supérieure. Cette fois, le pouvoir impérial se dit probablement qu'il ne faut plus laisser le moindre doute sur son allégeance au divin et aux bénéfices qu'il en a retirés. Fini le temps où on pouvait rigoler et ne pas trop focaliser sur la question religieuse. En fait, dès le début du 5e siècle, le christianisme devient plus que jamais la seule religion officielle. Les interdictions et les limitations contre la pratique du culte païen se multiplient et vont progressivement venir à bout de la vieille religion au fil des années. S'il n'est pas strictement obligatoire de faire allégeance au credo nicéen dès 395, progressivement, laborieusement, la pratique au grand jour des cultes païens, les cérémonies et autres sacrifices publics et privés qui sont fondamentales dans la vieille religion romaine, seront découragés, puis interdits et finalement vigoureusement proscrits, alors que de toute façon, ils commencent à être abandonnés. Le vieux modèle du 4e siècle de militaires, de hauts fonctionnaires, comme de nobles encore païens, mais dévoués autour de l'empereur, est en train de disparaître. Et c'est toute l'aristocratie, avant le reste de la société, qui se met à basculer vers la seule religion, qui trouve grâce aux yeux du pouvoir à partir du règne d'Honorius et d'Arcadius. Le phénomène se manifeste d'ailleurs clairement en Gaule dès le début du 5e, où non seulement on entretient de moins en moins les vieux lieux de culte, mais on ne construit surtout plus de sanctuaires païens, en tout cas pas dans les villes. Encore quelques décennies, et ce ne sera plus que des constructions chrétiennes qui pousseront dorénavant en Gaule, et qui parfois remplaceront même les vieux lieux de culte sur leur ancien site. Est-ce que ça veut dire que le paganisme disparaît dans les campagnes, et notamment celles du Nord, où on trouve un maximum de francs ? Non, sûrement pas. La progression du christianisme reste lente, très lente dans ces terres. À ce stade, mis à part dans les quelques villes de garnison où on trouve des communautés urbaines et marchandes, rien ne prouve que le christianisme soit encore très présent dans la région. Mais l'histoire est en train de tourner. Et même si la bataille de la rivière froide n'a pas été le grand moment fondateur de cette longue transformation, sinon symboliquement, ce mouvement est inexorablement en marche au début du 5e siècle. Et donc, tout irait bien pour Stylicon à Milan dès 395. Il poursuit l'œuvre de son ancien maître, tranquillou. L'Empire de l'Ouest obéit à Honorius, son gendre, qu'il contrôle. La pacification et la christianisation de l'Ouest est amorcée. Ses ennemis les Francs se sont fait broyer en 395. Il a intégré les restes de leurs forces dans son armée. Et Vienne est toujours un trou perdu avec un trop bel amphithéâtre. Que demander de plus, Titus ? C'est la belle vie, non ? Alors pas du tout, pour être sincère. La douzaine d'années de règne de Stylicon vont être des années pénibles, très pénibles même. Parce que les mêmes problèmes qu'ont connus ses prédécesseurs s'imposent à notre général en chef avec force. C'est-à-dire une succession de troubles en tout genre, aux frontières comme à l'intérieur. Stylicon doit contrer plusieurs attaques de barbares tout le long du règne d'Honorius, notamment celle des Germains et des Francs sur le Rhin en 395, puis celle des Pictes en Bretagne en 397. Et finalement, une attaque gigantesque d'une armée d'Ostrogoths traversant le Danube pour franchir les cols de l'Autriche et de la Suisse actuelle en 405. Les Ostrogoths, qu'on appelle pas encore tout à fait comme ça à ce stade, comme on l'a dit, sont un peuple barbare cousin de celui des Visigoths, issus des rives de la mer Noire. Une confédération barbare puissante qui a été pour partie asservie aux Huns depuis leur grande migration vers l'ouest et qui se mettent à leur tour à attaquer l'Empire. Mais ça, c'est seulement pour les frontières. Car évidemment, il faut aussi s'occuper d'usurpateurs en tout genre. Plusieurs provinces vont se soulever successivement contre l'autorité impériale, notamment celle d'Afrique, c'est-à-dire autour de la Tunisie moderne. Une rébellion que Stylicon arrive à mater pour protéger ce qu'on considère comme la réserve de blé de l'Italie en 397. À la différence de la sécession en bonne et due forme de la Bretagne en 406, où les légions se rebellent à leur tour et que le Vandale n'a pas le temps d'aller régler, trop empêtré qu'il est avec les problèmes au sud. Oui, mais bon,
J'ai envie de te dire que c'est juste un lundi au boulot pour n'importe quel dirigeant romain depuis 2 siècles. Barbare aux frontières, usurpateur en province, c'est du classique de chez classique. Sauf qu'il y a une complexité supplémentaire au sud, justement, qui est venue pourrir la vie de Stylicon. Un petit bug dans la machine qui change la donne. Je veux parler bien sûr de la guerre froide avec l'Empire oriental, qui s'installe immédiatement après la mort de Théodose et dont va jouer intelligemment un homme dont on a déjà parlé. L'antagonisme des deux frères, attisé ou créé par les entourages, ne signifie pas seulement que les deux pans de l'Empire ne s'apportent plus d'aide et vivent leur vie indépendamment. C'est littéralement une hostilité sourde avec quelques épisodes violents qui va caractériser la décennie qui suit la mort de Théodose. Un conflit semi-ouvert donc, qui s'exprime au travers notamment de la force qui s'intercale entre les deux blocs, c'est-à-dire les Visigoths et leur chef Alaric, qui va empoisonner la vie de Stylicon et des deux empires romains pendant plus de 20 ans. Alors, peut-être que vous ne vous rappelez pas exactement qui est Alaric, mais nous avons brièvement mentionné son nom durant l'épisode 48. C'est le chef de guerre wisigoth qui a servi sous Stylicon et Théodose durant la bataille de la rivière Froide pour écraser les Francs d'Arbogast. Un allié de Rome donc à la base, un militaire puissant venant de l'Empire et issu de ce peuple fédéré, installé initialement en Bulgarie moderne suite à la catastrophe d'Andrinople 25 ans plus tôt. Sauf qu'Alaric a mal vécu la rivière Froide. D'abord, il n'a pas apprécié d'être relégué sous les ordres de Stylicon, alors que c'est les Goths qui avaient fourni le plus gros contingent à Théodose, et il est convaincu qu'on a programmé le massacre de son peuple, envoyé à l'abattoir au début de la bataille par l'empereur contre les lignes fortifiées des Francs. 2 humiliations qu'il va intelligemment utiliser pour fédérer son peuple autour de lui, en jurant de ne plus jamais faire confiance aux Romains dorénavant et de leur arracher ce qu'ils doivent au peuple goth par la force. Dès la prise de pouvoir de Stylicon en 395, Alaric et sa troupe se sont donc repliés dans les Balkans et font littéralement sécession, exigeant réparation pour le sang et les efforts. Et ils se mettent à défier alternativement l'Empire de l'Ouest et l'Empire de l'Est pour obtenir par la force ce qu'ils considèrent comme leur dû. Le gouvernement de Stylicon n'est qu'une longue suite de batailles incessantes suivies de trêves contre l'ancien allié devenu le poison insaisissable de l'Empire. Alaric va jouer pendant des années sur la mésentente entre les deux blocs pour faire prospérer ses propres affaires et ne jamais se laisser écraser. Le chef de guerre rebelle sillonne les Balkans, attaquant la Grèce, puis la Thrace, puis l'Illyrie, et envahit même l'Italie par 2 fois, en 401 et en 403, pillant tout ce qu'il trouve, luttant contre l'un et l'autre des empereurs, et échappant toujours à l'anéantissement. Des années de lutte qui usent les ressources de l'Empire, mais ne permettent pas de régler le problème du peuple goth, qui ne trouve toujours pas la place qu'on lui a promis pour vivre au milieu des Romains depuis la paix de 382, et qui continue donc à semer le désordre autour de lui. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une invasion barbare quand le vandale Stylicon s'embrouille contre Alaric le Goth? Ou est-ce juste un règlement de compte barbare délocalisé en terre d'empire? Si on doit classer le problème Alaric quelque part, je dirais que c'est plutôt dans la colonne guerre civile qu'invasion qu'il faudrait le faire, non? Alaric et les Goths ne sont plus vraiment des envahisseurs. C'est plutôt un seigneur de guerre et des troupes rebelles, pour utiliser un mot moderne, qui se met à négocier avec le pouvoir central pour obtenir richesse et pouvoir et autres avantages. Un militaire vivant légalement sur le territoire romain, contrôlant une armée de l'Empire romain, négociant avec l'empereur et sa cour comme n'importe quel autre général rebelle ou usurpateur. Un modèle qui va avoir du succès au 5e siècle, enfin j'imagine. Mais pour les Francs, ça veut dire quoi? Sont-ils retournés à leur chariot bovin ou observent-ils avec attention la situation? Non, ils ne sont pas tout à fait tranquilles quand même. Parce que dans un empire, ce qui se passe d'un côté finit toujours par impacter ce qui se passe de l'autre. Et les problèmes de Stylicon pour parer les menaces barbares dans les Alpes, combinés à sa nouvelle tentative pour s'allier avec Alaric et ses Goths pour aller frapper l'Empire d'Orient durant l'année 406, vont finalement entraîner la pire erreur de sa carrière, c'est-à-dire se laisser surprendre par l'offensive imprévue des barbares sur le Rhin. Car, englué dans les problèmes autour des Alpes et des Balkans, Stylicon a un peu perdu de vue les véritables problèmes de sécurité de l'Empire, en focalisant tous ses efforts et peut-être toutes ses troupes là où il pensait en avoir le plus besoin, c'est-à-dire au sud. Or, c'est exactement à cette époque
que la grande menace du 5e siècle est en train de se soulever. Et on parle là évidemment des Huns. La grande confédération unique, menée par des nomades des steppes et agglomérant progressivement les peuples qu'elle écrase, continue son mouvement de rouleau compresseur en direction de l'ouest, dont on a parlé un peu avant la bataille d'Andrinople, en 378. En clair, début du 5e siècle, les cavaliers des steppes sont en train d'accélérer les phénomènes au long cours de dislocation de l'espace germanique en poussant à la migration accélérée de tribus barbares qui doivent choisir entre la soumission et la fuite. Est-ce que c'est la raison profonde du mouvement de tribus qui tente de forcer l'entrée dans l'Empire fin 406 dans un grand mouvement combinant les restes de l'armée ostrogoth écrasée en Italie l'année précédente par Stilicon et les autres tribus en provenance de l'Est comme les Alains et les Vandales? Ou est-ce seulement un épiphénomène qui change à peine la tendance maintenant vieille de plusieurs siècles de mouvements de fond dans l'espace germanique? Difficile à dire, mais en tout état de cause, le 31 décembre 406, une immense armée, ainsi qu'une bonne masse de civils apparemment, se présente sur le Rhin, en face des défenses romaines qui vont s'avérer totalement insuffisantes pour bloquer le passage de dizaines de milliers de combattants. Et malgré les espoirs de Stilicon, si c'était effectivement son plan de base, ce qui semble possible au vu des écrits de l'époque, on ne trouve malheureusement plus trace des Francs censés servir de rempart pour arrêter, ce qui pour le coup s'apparente cette fois à une véritable invasion. La grande coalition des peuples, des Suèves, des Alains, des Vandales et autres Ostrogoths, oui je sais ça fait beaucoup d'eau, franchit le fleuve le 31 décembre 406 selon les auteurs de l'époque. Et je ne vous fais pas un dessin, mais vous aurez deviné que c'est pas pour venir faire les marchés de Noël d'Argentoratum et de la Villa Colombaria qu'ils passent sur la rive gauche. En tout cas, début janvier 407, Stilicon doit admettre que son plan de défense pour repousser la menace barbare sur le Rhin n'a pas fonctionné, et que si c'était sur les fédérés francs qu'il comptait, il a dû se planter quelque part. Cette réalité se rappelle brusquement au bon souvenir de Stilicon et de l'Empire d'Occident tout entier. L'insatisfaction des Goths dans les Balkans ou l'hostilité de l'Empire d'Orient passe tout à coup au second rang. Merci d'avoir écouté cet épisode des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou de nous laisser un message et rendez-vous au prochain épisode.